Bonjour à toutes et à tous, Maëlys Boutan, je suis architecte en milieu rural entre le département du Lot-et-Garonne et du Gers. Nous sommes réunis ce soir pour la 13e rencontre de la réhabilitation frugale et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir trois invités gascons, quatre avec Dominique, qui vont nous présenter leurs travaux collectifs qui ont été menés pendant plus de 30 ans au service du maintien des techniques et des savoir-faire locaux. Frédéric Poul, directeur du CAE du Gers, Jean-François Gardère, responsable pédagogique du CAE du Gers, Céline Rosès, maçonne, artisane, formatrice et ancienne stagiaire de la formation au PRP, donc ouvrier en restauration du patrimoine. Avant que Marcella nous revienne un peu plus précisément sur le rôle des CAUE, quelques mots sur l'origine de cette session, finalement pour vraiment souligner la richesse que représentent les réseaux humains, tout simplement. Le groupe Réhabilitation Frugale, dont Marcella et moi-même faisons partie, cherchait à mettre en place une rencontre sur la thématique de la préservation du patrimoine ordinaire dans les petites communes rurales. Donc, à travers des exemples qui finalement pourraient inspirer les futurs élus municipaux, puisque nous sommes en période préélectorale. Donc, Marcella, par le biais de l'association Maison Paysanne de France, avait été interpellée il y a quelques années par l'engagement porté par le CAE du Gers en faveur donc, de son petit patrimoine. Comme son nom le dit, c'est un organisme de conseil investi d'une mission d'intérêt public. Et il a pour objectif de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement dans un territoire départemental. Chaque département, il est censé avoir son CAE. Aujourd'hui, on a 92 départements qui sont en CAE sur une totalité de 98, si je ne me trompe pas. Il faut rappeler que les CAUs ont été créés par la loi de l'architecture du 3 janvier 1977. C'est la loi qui affirme que l'architecture, c'est une expression de la culture, en insistant sur la qualité architecturale, l'insertion harmonieuse des constructions dans son environnement, mais aussi le respect du patrimoine. Les CAE, ils ont été créés donc pour promouvoir ces qualités. Administrativement parlant, c'est une association 1901 des droits privés des services publics. Et les CAE sont financés par la taxe d'aménagement. C'est, je pense qu'il y a des bruits, s'il faut couper. Voilà. Administrativement, c'est une Tu veux que je association. t'appelle? Non, non, mais Bah, je suis- pardon. Oui, je répète, administrativement, c'est une association 1901 des droits privés des services publics. Les CAE sont financés par la taxe d'aménagement. C'est la taxe qui entre à l'État sur les autorisations d'urbanisme. Il est constitué des équipes pluridisciplinaires, architectes, urbanistes, paysagistes, aussi écologues, documentalistes, administratifs. Je fais partie d'un CAE, donc on est salarié d'un CAE. Nos salaires, et aussi autant les salaires que les missions sont financés par l'argent public, donc notre mission des services publics. Son conseil est accessible à tout type de public. Il faut dire que c'est très très large. On peut conseiller aux particuliers, aux élus. On travaille avec les services de l'État, des professionnels, architectes, artisans, enseignants, tout type de public. Et aussi, on intervient à tout type à toutes les échelles, de la parcelle à l'administration d'une commune, au grand territoire. Aussi, on a des missions ponctuelles, comme des missions de long terme, qu'on verra tout à l'heure. Et je tiens à dire qu'est-ce qu'un CAE apporte à son territoire, que chaque CAE, il est un territoire, apporte une aide à la décision. C'est plutôt un regard ou un conseil ou une expertise, on peut dire, indépendante. On n'est pas maître d'œuvre, il faut bien le signaler. On vient se situer en amont d'un projet architectural, urbain, territoire, autre. Et on donne des conseils en toute objectivité, hein. Nous, les CAU, ils sont aucun lien économique avec le sujet qui accompagne.
C'est l'intérêt public qui va primer sur tous les conseils. Il constitue un service de proximité parce qu'il valorise ce temps de réflexion. Pour avoir ce temps de réflexion préalable à un projet, il faut faire un sentiment de confiance. On peut dire que c'est un tiers de confiance. Il faut construire un dialogue. Et c'est un référent pour les acteurs sociaux de la qualité du cadre de vie général. C'est un travail plutôt d'écoute, comme je dis, de construction d'un dialogue. On n'a pas de recettes faites. C'est une idée d'accompagner et de construire, on va dire, ensemble des possibles, si on peut dire, dans la réflexion pour améliorer le cadre de vie, la fabrication de l'établissement humain ou du vivant. Et de faire, on fait avec les déjà là, des ressources humaines, économiques et matérielles, on les verra tout à l'heure. Et chaque territoire, il est complètement différent, parfois voisin, mais différent. Et donc, au Jacques CAE, Jacques Chauvier mène une mission avec les acteurs locaux de manière différente. Même si l'esprit et l'organisme il est commun, Jacques CAE projette ses missions différemment. Et, donc, pour finir, c'est une source vraiment de connaissances de leur territoire très, très riche et très qualitative grâce à qu'on parcourt les territoires déjà 40 ans de parcours et de connaissances. Et en général, on dit que les missions du CIE se résument en trois, qui sont conseillers, formés et sensibilisés. Et je pense que vous l'entendrez, mais je pense que les cas que le CIE de Cherche va nous présenter tout à l'heure, et c'est un très, très bon exemple de résumé de ces trois missions piliers du CIE. Alors, le CLE du Gers, donc nous, on a été créé en 1978. Voilà. Et la spécificité, c'est qu'on a une activité de formation depuis 1983, donc ça fait un peu plus de 40 ans, et avec le même numéro d'agrément d'organisme de formation depuis 1983. Donc, dans les spécificités aussi, on est Espace Info Énergie depuis, enfin on était Espace Info Énergie depuis 2005, de 15-20 ans, avec des gens vraiment spécialisés sur la question d'économie d'énergie, mais aussi spécialisés sur la rénovation du patrimoine. On est guichet France Rénov aussi aujourd'hui en partie. Par contre, tous nos salariés sont vraiment spécialisés sur la question de rénovation du bâti. Et à la DIL, enfin, pardon, au CIE, les conseillères, il y en a une qui a fait l'OPRP en formation et qui est vraiment sensible au 99, et l'autre aussi est très sensible aux questions de bâti ancien. Voilà. Et on a un CIE qui est connu pour beaucoup de travail au plus proche avec les conseils aux collectivités. Et depuis tout le temps, deux gros axes, patrimoine et paysage, qui nous tiennent à cœur. Voilà. Et ça, c'est la photo d'une partie de nos locaux. On est accueillis sur le site du département dans une très belle chartreuse, voilà, qui a fait la part belle, mais on n'occupe qu'un tout petit bout de ce magnifique bâtiment. Sur le Gers, en quelques mots, donc département très rural, 192 000 à peu près habitants aujourd'hui, hein, c'est pas grand-chose. Auch, la plus grande ville, préfecture, c'est 23 000 habitants. Voilà. Et après, on passe sous les strates de 10 000 habitants. On n'a que trois communes qui sont entre 5 et 10 000. Voilà. Et 458 communes aujourd'hui, dont presque les deux tiers ont moins de 250 habitants et qui, nous, sont notre quotidien avec lequel on travaille et qui gèrent leur patrimoine. Mais on est sur des toutes petites communes sans service technique et des intercos, une quinzaine, vingtaine d'intercos à peu près structurés, mais qui restent des intercos rurales fragiles. On n'a qu'une agglomération autour d'Auch. Voilà. Voilà, donc nous, le département, on se situe au pied des Pyrénées. Donc on a les Pyrénées, le grand plateau de Lannemezan, et le Gers, bah, c'est un département qui repose intégralement sur un ensemble géomorpho qu'on appelle l'éventail gascon, géomorphologique, pardon, qui est un ensemble de vallées qui naissent au pied du plateau de Lannemezan et qui vont finir par rejoindre soit l'Adour, la plaine au loin, soit majoritairement la Garonne. Voilà. Voilà. Et c'est un ensemble de collines, coteaux, vallons, qui a une image assez homogène, avec des altitudes assez limitées, des dénivelés maximum de 100 mètres. Hein. Ce qui est assez rigolo dans notre département, c'est que derrière cette homogénéité des paysages, où tout se ressemble, coteaux, collines, par contre, on a une extraordinaire diversité de matériaux de construction, de systèmes constructifs, et peut-être même, on en discutait, on a à peu près tous les systèmes constructifs qui doivent exister, à part peut-être l'ardoise et la lauze calcaire en toiture, mais qu'on doit pouvoir retrouver tous les systèmes tradis qu'on a en France, peut-être pas tous. Voilà. Et derrière enfin, cette originalité qu'on a, enfin, bon, c'est vrai que moi, on a tendance à dire que l'âme d'un pays, c'est un peu la maison. La maison paysanne, c'est l'âme d'un pays, mais on a une énorme diversité de,
de patrimoine bâti d'une grande qualité. Et depuis une trentaine d'années, on s'attache à essayer de le faire connaître, faire savoir, reconnaître, et à travers la formation, essayer de le retaper et remettre en valeur aussi tous les systèmes constructifs anciens, les savoir-faire, travailler sur la question des ressources locales, et puis peut-être retrouver un peu de ce bon sens paysan qu'on évoquait, qu'on a peut-être un peu perdu de vue. Voilà. Euh, voilà. Et donc, ce dont on va parler, nous, ça s'appelle l'OPRP, l'ouvrier professionnel en restauration du patrimoine, qui est une formation. Et ce qui est original, c'est qu'elle a été, c'est une formation qualifiante qui a été créée et développée dans le Gers. Et ça, j'insiste, et il faut vraiment rendre hommage à Jean-Louis Paulet, le directeur historique, qui a vraiment œuvré à ce que cette formation existe et soit portée par le SAMU du Gers pendant très très longtemps. Voilà, mais donc cette formation dont on va parler, elle a été inventée et créée dans le département du Gers, et notamment par Jean-Louis et Jean-François pendant des années, et toutes les équipes qui ont œuvré à côté. On a l'impression d'avoir fait beaucoup, et en même temps, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose au regard des défis qu'on a à relever, c'est ça aussi qui est un peu paradoxal. Et puis le contexte est un peu aussi étrange de venir faire cette présentation, parce que ça sera la première fois depuis 30 ans cette année qu'on ne fera pas cette formation, voilà, qui est liée à plein de conjonctures défavorables qui se croisent entre des atermoiements de bons de commande côté région, les difficultés connaissent les CAUE, et puis on en reparlera, le départ à la retraite de notre formateur principal. Tout se conjugue sur la même année. Voilà. Par contre, aujourd'hui, c'est une formation qui est délivrée par plein d'autres centres de formation en France, et notamment de tout un ensemble d'organismes qui appartiennent à la Fédération Éco-Construire. Voilà. Et qu'on veut remercier aussi parce que aujourd'hui, cette formation, on est co-certificateur CIE du Gers et la Fédération Éco-Construire de cette formation. Et on a senti qu'on avait besoin d'être appuyé pour tenir et faire durer cette formation. Et tous les autres formes de formation de la Fédé, on s'est rapproché d'eux parce que c'est ceux qui nous semblaient avoir porté à peu près les mêmes valeurs et idées pour faire perdurer cette formation. C'est des organismes de formation en éco-construction, qui travaillent sur la restauration du patrimoine, le réemploi. On a mis la carte, je ne sais pas si on en a peut-être qui sont présents à la visio, on pourra intervenir et témoigner. Voilà, et ça c'est la carte de tous les adhérents de la Fédéco Construire et des endroits où ont été proposés en 2024-2025, je ne suis pas sûr d'être tout à fait à jour, mais des formations ouvriers professionnels en restauration du patrimoine les années passées. L'OPRP, pour nous, c'est une histoire un peu en 3 temps. Euh, on a eu presque 15 ans de préfiguration de l'OPRP, de 83 à 98, hein, où il a fallu tester des formations courtes, des formations un peu plus longues. Il y avait Michel Tarrant, qui est aujourd'hui à Maison Paysanne, qui continue d'être présent sur les territoires, non, mais voilà, qui œuvrait à ça. Et puis Jean-François qui est arrivé et qui a travaillé beaucoup au développement de formations. Et puis, à partir de 99, la formation est devenue officiellement qualifiante. La première promotion qualifiée, c'était en 99. C'est aussi la première année où un autre centre de formation, en Brun, et puis il y avait un centre de formation en Corse aussi, avait demandé le CFA de Furiani avait demandé à passer le titre d'OPRP. Et donc, de 99 à 2018, le CAUE, on a porté cette formation, on a porté le renouvellement régulier du titre auprès de France Compétences, ce qui était un travail compliqué. Voilà, et on a eu toute une série de promotions qui se sont succédé. Voilà, il faut dire que c'était pas toujours simple, on n'était pas toujours sûr d'ouvrir, hein. Peut-être Jean-François en redira un mot. Et puis c'est une période aussi où on sentait que tout se complexifiait à plusieurs niveaux, pour les centres de formation, les obligations de CAIOP, le transfert de la compétence région, enfin formation professionnelle ça faisait longtemps, mais puis la fusion des régions qui a éloigné un peu les centres de décision, plein de questions administratives un peu compliquées à gérer pour une structure petite comme le CAUE. Et donc en 2019, c'est un peu Philippe Brett, l'ancien directeur aussi, qui a beaucoup œuvré à ça, a pris 2 initiatives, à mon avis, intéressantes, qui étaient celui de se rapprocher de la Fédéco Construire pour assurer la pérennité du titre à l'échelle nationale, que si nous, on n'arrive plus à le porter, cette formation au PRP puisse continuer d'exister. Et puis au niveau local, nous, on s'est rapproché d'un projet de création d'un parc naturel régional qu'on n'avait pas jusque-là, on n'a aucun PNR dans le Gers. Et sur le sud du département, dans ce secteur qui concentre le patrimoine en terre, est émergé un projet de PNR. Et on a essayé de se rapprocher d'eux, de travailler avec eux, et fait le choix du chantier d'application de Belloc-Saint-Clamens, en se disant que l'avenir de la formation, de la réhabilitation du bâti, de l'éco-construction passait aussi par un rapprochement avec d'autres acteurs et des synergies entre acteurs locaux. Voilà. Voilà. Le PNR Astarac, c'est tout le sud du département. Alors, je ne sais pas si aussi les gens sont familiers, mais pour moi, les PNR, c'est des super outils sur ces questions des savoir-faire. Il y a plein de PNR en France qui ont travaillé énormément sur la question des techniques et de réhabilitation du patrimoine bâti traditionnel, qui ont développé des filières locales. Voilà. Nous, c'est un PNR qui est en émergence. On est très. Par contre, depuis qu'ils sont là,
on a vraiment perçu aussi un changement de regard de tous les acteurs locaux sur ce patrimoine en terre qui était très très dévalorisé au regard de la pierre, hein. C'est toujours un peu la pierre en architecture qui fait référence. Et maintenant, c'est un territoire où il y a beaucoup plus de fierté de parler de ce patrimoine, d'essayer de le mettre en valeur, et on sent qu'il y a l'émergence d'une nouvelle dynamique. Voilà, alors je sais pas, il y avait Gaëlle Rinsard, la directrice du PNR, qui était peut-être présente. C'est un PNR en constitution, hein, qui est en bonne voie et qui devrait aboutir d'ici 1 ou 2 ans. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et pour nous, l'OPRP, on va en discuter, c'est un peu plus qu'une action de formation. Voilà. C'est pas juste l'histoire de cette formation certifiante, ce titre qu'on essaye de préserver. Euh, pour nous, c'est vraiment une action structurante sur le territoire, sur la réhabilitation du patrimoine bâti. Moi, au sein du CIE, en tant que directeur, je trouve que c'est vraiment une mission, formation, une activité qui enrichit aussi toutes nos autres missions de conseil. Moi, en CIE, je tiens beaucoup à ce triptyque conseil, sensibilisation, formation aussi, et au côté insécable de ces missions. Voilà, nous, ça enrichit vraiment notre conseil aux particuliers au quotidien, notre conseil aux collectivités au quotidien. Qu'il a fallu, ouais, 30 ans. Dans le temps, on a réussi à construire un réseau, une vraie dynamique territoriale, même si on n'arrive pas forcément à la mettre en évidence. Ça, c'est un petit sujet. Mais par contre, on a vraiment réussi à construire un réseau d'acteurs sur le territoire. Et puis, ce que j'évoquais, c'est que, voilà, on a eu un annuaire ce qui nous a mis ce qui nous avait alerté aussi à une époque, il y a 15 ans, la Chambre des métiers avait travaillé sur un annuaire des artisans qui faisaient de l'éco-construction, de l'éco-rénovation. Et on avait été surpris de voir qu'il y avait quasiment un tiers des entreprises de gros œuvres, et des personnes qui intervenaient dessus, qui étaient des gens issus de la formation au PRP. Et on vient de refaire un petit point, on n'a pas de liste exhaustive avec Dominique là, mais on a quasiment une trentaine d'artisans sur le département installés qui sont des artisans issus de la formation au PRP ou qui ont fait la formation et d'autres choses après. Voilà. Voilà. Et on a quand même le sentiment que ce sujet est un sujet d'avenir. Voilà. Je sais pas. Donc, c'est une formation certifiante rémunérée, financée donc par la région Occitanie, de niveau 3, c'est-à-dire niveau CAP. En gros, l'ouvrier professionnel en restauration du patrimoine, il agit sous le contrôle d'un chef d'équipe. Donc, au niveau des publics, ce sont des demandeurs d'emploi, hommes ou femmes, donc, et éventuellement salariés d'entreprise, quelquefois. La durée de la formation, c'est en gros 1200 heures, c'est-à-dire 8 mois et demi environ. Le nombre de places, c'est 10 à 12 stagiaires maximum. Donc, voilà. Les objectifs, d'abord sociaux, c'est former des demandeurs d'emploi, attirer des jeunes sans qualification, en quête de sens et de valeur, euh, encourager aussi la reconversion professionnelle et permettre aux entreprises de recruter une main-d'œuvre qualifiée qu'elles trouvent peut-être beaucoup moins dans les filières classiques aujourd'hui. Les objectifs économiques, donc promouvoir la reconversion du bâti ancien, maintenir des savoir-faire locaux par la maîtrise des particularismes locaux, valoriser les matériaux naturels locaux aussi, donc ressources renouvelables, éventuellement filières. Utiliser des matériaux de réemploi, là, dans l'idéal, c'est les matériaux qui sont déjà présents sur le site ou sur le bâtiment. Et préserver l'identité du patrimoine vernaculaire, donc ses spécificités, sa simplicité, son humilité. C'est d'abord une équipe pédagogique composée d'artisans formateurs qui sont chez nous des artisans en activité, qui ont leurs propres entreprises, des chantiers d'application pérennes pour un apprentissage sur du bâti existant, c'est important pour nous, avec un diagnostic, des pathologies, des désordres, voilà, du réel, quoi. Et une immersion dans des entreprises locales, donc, pour découvrir le milieu professionnel. La certification s'organise autour de 3 blocs pour aborder le bâtiment dans une vision transversale. On y tient beaucoup aussi. Donc, le référentiel d'activité, donc le premier bloc, diagnostiquer un ouvrage ancien afin d'en identifier les caractéristiques et les pathologies. D'abord, analyser le contexte historique et géographique de l'ouvrage, effectuer des relevés, des plans pour mieux comprendre par la vue et le toucher.
Identifier les désordres et leur emplacement pour proposer des solutions et analyser les pathologies. Identifier les mécanismes thermiques et hygrothermiques en vue d'améliorer le confort. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est organiser un chantier de restauration afin d'assurer la préparation des interventions. Alors, par une méthodologie d'intervention globale, c'est-à-dire la chronologie des interventions, l'approvisionnement, planifier les approvisionnements en valorisant les ressources locales, alerter sur les risques et donc les mesures de sécurité à prendre, prévoir et gérer les déchets et entretenir et gérer les équipements et l'outillage. Le troisième bloc, exécuter les travaux afin de réparer et conforter la structure d'un édifice ancien. Donc, la première chose à faire, c'est mettre en sécurité les ouvrages avant d'intervenir. Au niveau des ouvertures, donc le percement des ouvertures avec tout le dispositif de reprise des charges. Changer et réparer une pierre de taille dégradée. Donc, c'est d'abord dresser des faces et ensuite la positionner dans le mur. Les arcs et les voûtes, donc reprendre et consolider ou construire hein, des arcs et des voûtes, donc avec la réalisation de cintres. Réaliser ou remplacer des ouvrages en bois, donc depuis l'épure, en passant par la taille et jusqu'à la pose. Reprendre ou exécuter des enduits, donc des enduits à la chaux, des enduits à la terre, des enduits au plâtre. Reprendre des couvertures. Donc ici, on est sur de la tuile canal, mais ça peut être des lauses ou des ardoises. Et réaliser ou assainir des sols. Donc le principe, c'est un principe d'alternance. Donc un tiers, alors ce qui est en rouge, c'est de la théorie, ce qui est en jaune, c'est le chantier d'application, ce qui est en gris, c'est sont les stages en entreprise. Donc le principe d'alternance, c'est à peu près un tiers de théorie, un tiers de chantier d'application, un tiers de stage en entreprise. On commence en général par de la théorie, donc on fait d'abord le relevé de l'édifice, la mise au net des plans, des coupes, des façades. Tout ça pour un peu s'approprier le bâtiment, venir le voir, le regarder, le toucher. Donc le premier module en général, c'est plutôt sur de la maçonnerie, donc de la maçonnerie porteuse. Donc en général plutôt des murs en pierre ou en terre. Voilà, donc c'est un module qui va durer à peu près 4-5 semaines, où il y aura un peu de taille de pierre, de maçonnerie, etc. Ensuite, ben, il va y avoir de la théorie, évidemment, sur les techniques de mise en œuvre. Et puis, un stage qui va être associé à chaque module. Un stage en entreprise où les stagiaires devront faire 2 semaines dans une entreprise. Donc, ben là, les modules, donc on part sur de la maçonnerie, ensuite la charpente, alors pareil, 4 ou 5 semaines de charpente, de la théorie, un stage en entreprise de 2 semaines en charpente. Ensuite, bon là, sur cet exemple, il y avait de la maçonnerie de terre. Alors, ce qui est en bleu, ce sont des périodes de congé. Voilà, ensuite, il y a le module enduit. Alors, il y a plusieurs techniques, les enduits à la chaux, les enduits à la terre, les enduits extérieurs, les enduits intérieurs. Voilà, on voit un peu de technique de badigeon aussi, donc suivi de stage en entreprise. Puis le dernier module, c'est le module sol, carrelage ou dallage. Et puis ensuite, on finit au chaud, je dirais, au mois de novembre, où là, il vaut mieux rentrer. Il commence à faire froid et surtout à geler. Donc sur les chantiers de restauration, quand on utilise la chaux, c'est pas évident. Donc là, on va faire plutôt de la théorie et ça tombe bien puisque les stagiaires doivent préparer un dossier qui consiste à raconter sur un bâtiment qu'ils ont choisi eux-mêmes, de raconter comment ils vont restaurer ce bâtiment. Donc, ça fera l'objet d'un dossier de quelques dizaines de pages qu'ils présenteront à l'oral à la fin de la formation devant un jury de professionnels. Et donc qui certifiera ou pas leur formation. Donc, au niveau des chantiers, là, il y a une petite carte du Gers avec les chantiers qui ont été réalisés depuis toutes ces années.
Alors, on voit qu'on a occupé un peu plus le nord que le sud. Alors, le nord, pour nous, c'est la pierre. Donc, au départ, c'était plus facile de travailler sur des maçonneries de pierre. Donc, on est allé pas mal sur des petits villages gersois, travailler sur des édifices plutôt en pierre. Mais bon, depuis ces dernières années, on a mis le cap au sud. On verra ça sur l'exemple de Belloc. Alors, par rapport au chantier d'application, on a travaillé donc pas mal sur des églises. Là, il y a le nom des petits villages. Des châteaux, donc monuments historiques, quelques-uns, deux. Des pigeonniers, des lavoirs, une grange fortifiée en terre crue qui date du XVIe, des fontaines, des puits, des murets en pierre, des calvaires, des murs de cimetière, un moulin à eau et une maison à terre à Belloc. Alors, ce qui est en rouge, c'est des chantiers qu'on a réalisés dans ces dernières années, où là, on est resté plusieurs années, quoi. Saint-Araille, c'était la restauration d'une église, d'un lavoir. Là, on est resté 5 ou 6 ans. Lavardins, c'est un château, monument historique. Donc là, on est resté pas mal d'années, travailler dans le château. Aveyron-Vergel, c'est un moulin à eau. Et là, c'est pareil, on a passé 5 ou 6 ans. De la même façon, sur la maison en terre à Belloc, pareil, 5 ou 6 ans. Donc ça va de quelques jours sur des petits murs en pierre jusqu'à plusieurs années. Voilà, donc pour illustrer un peu tout ça, donc les chantiers d'application. Donc, du travail, comme je disais, sur la pierre. Donc, ici, on a plutôt du moellon calcaire, donc des murs en moellon calcaire. De la pierre sèche, il y en a aussi. Donc, un travail très intéressant techniquement pour apprendre à monter des murs sans mortier. Donc, quand on arrive à monter un mur de clôture en pierre sèche, on peut s'atteler à des murs porteurs sur des édifices sans problème. C'est qu'on a vraiment compris la technique. Voilà. Donc encore des murs en moellon de pierre. Là, c'était au château de Saint-Léonard. Des maçonneries mixtes avec du moellon de pierre et de la brique foraine, puisqu'ici, on est aussi à proximité de la région toulousaine. Donc, on a la brique pleine qu'on appelle brique foraine. Voilà. Donc, au niveau de la pierre, il y a quand même le travail de la pierre avant de la placer dans le mur. Alors là, c'était un exercice euh, un peu plus dur que les autres. En général, c'est dresser 3 faces à une pierre pour l'intégrer dans un mur. Il y avait aussi la pose de margelle de puits. Bon, chaque stagiaire taille sa pierre et ensuite la pose sur l'ouvrage. Au niveau charpente, donc là, on a travaillé sur le moulin à eau donc de l'étang du Mourat à Aveyron-Bergel. Il y avait beaucoup de travail, donc une toiture à remplacer complètement, tellement elle était en mauvais état. Là, on est donc au-dessus de la chambre des meules. Donc là, il a fallu tout refaire, des fermes triangulées, des pannes, des chevrons, de la volige un peu pliée. Voilà, donc là, un exercice assez lourd, mais très intéressant, avec des cloisons à pans de bois aussi. Voilà, donc là ce qu'on voit, là, c'est pareil, c'est une église. La charpente a été entièrement refaite. Et là, tout ce qu'on voit, c'est vraiment les stagiaires eux-mêmes qui l'ont réalisé, quoi. Le formateur, lui, il a 12 stagiaires, il doit se préoccuper des 12, le temps de passer, voir chacun des stagiaires, il n'a pas le temps de travailler, lui, sur les pièces de bois, quoi, hein. Donc, tout ce que vous voyez qui est en place là, ça a été fait par des stagiaires qui, pour la plupart, n'avaient jamais touché un- un élément de charpente, quoi, avant d'arriver chez nous. Donc là, il y a de la charpente, il y a aussi des enduits à l'intérieur, enduits chauds, teintés avec des sables locaux, des sables jaunes, des sables fauves landais, donc qui donnent cet aspect un peu jaune, orangé. Voilà, il y avait des sols aussi avec un sol en carreaux de terre cuite. Là, c'est un peu plus modeste, mais c'était très intéressant aussi. Donc, deux petits lavoirs, un à Lavardins, l'autre à Homs, où il y avait beaucoup
Sur le lavoir de Worms, beaucoup de travail de bois. Et Lavardins, de la taille de pierre, des petits murets en pierre, voilà, un peu plus modeste, mais intéressant aussi. Euh, sur les cloisons à pans de bois, donc le système de remplissage en torchis. Donc le torchis, c'est un mélange de terre, d'eau et de fibres. Voilà, alors sur l'exemple de droite, c'est dans du bâti existant, classé monument historique aussi. Donc là, il fallait refaire des éléments qui avaient perdu leur torchis. Sur le pan de bois au moulin à eau d'Aveyron-Bergel, là, c'est une cloison à pan de bois qu'on avait complètement refaite. Et donc là, système d'éclisse et de galettes, terre, eau et fibres qu'on vient empiler sur ces éclisses, ces petits barreaux de chaise ou d'échelle. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne sur l'aspect au niveau extérieur, sur le lavoir, sur le moulin à eau, pardon. Donc là, sur ce pan de bois, on avait récupéré un maximum de pièces de bois donc sur la cloison originelle. C'est pas toujours le cas parce que c'est des bois qui sont très endommagés souvent et donc qui ont pas mal pourri. Mais là, on avait réussi à en conserver pas mal. Voilà ce que ça a donné au final, une fois refait. En dessous, il y a les piles en pierre que chaque stagiaire a donc retaillé une pierre pour la repositionner sur la pile. Voilà, donc là, tout ce qu'on voit, c'est quelque chose qu'on a entièrement refait ici. Ouais. Au niveau des sols, donc on a, ben, comme on disait tout à l'heure, toute une partie où on va trouver du galet. Donc tout le sud du département, on trouve des galets dans les champs, un peu dans les rivières et dans la plaine de l'Adour, surtout dans les rivières. Voilà, donc c'est un exemple de sol en ce qu'on appelle en calade. Donc c'est du galet positionné en sol. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très technique et ça prend beaucoup de temps, quoi, environ 1 mètre carré par jour, quoi. À côté, c'est des carreaux de terre cuite, voilà, ce qu'on trouve plus couramment ici dans nos maisons de campagne, donc sur un lit de chaux. Ici, c'était au château de la Vardens, donc château classé monument historique. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on travaillait aussi avec une entreprise monument historique qui pendant quelques jours nous a laissé la place. Donc là, eh ben, il fallait refaire un sol mixte aussi avec de la pierre, des éléments en pierre donc taillés. Et dans les vides là qu'on voit, ben, c'est un remplissage de mortier de chaux et de carreaux de terre cuite. Donc c'est un château du XVIIe avec des sols assez exceptionnels. Et on a eu la chance de pouvoir travailler sous les ordres de l'architecte du patrimoine donc dans une des pièces du château. Voilà. Et ensuite, l'exemple de Belloc-Saint-Clamens, où là, ben, on a mis le cap au sud, et ben, on a eu de la chance parce que sur ce bâtiment donc, qui appartient à la mairie de Belloc, on avait à peu près toutes les techniques de terre crue qu'on peut trouver un peu dans le secteur. Donc du pisé, c'est-à-dire de la terre coffrée et tassée, du torchis avec cloison à pan de bois, remplissage donc torchis, de la brique de terre crue, voilà. Et on a mis en place une technique donc qui est présente uniquement dans Starac et dans le Magnoac. Donc c'est la technique du damier, c'est-à-dire la brique de terre qu'on appelle ici la motte, avec mise en œuvre avec du galet. On va voir la photo tout à l'heure. Voilà, donc là c'est pareil, ben, on a pas mal refait, surtout au niveau de la charpente, parce qu'elle était très endommagée. Voilà, donc ici un mur en pisé qui a été entièrement refait aussi. Alors évidemment, quand on l'a démonté, on a récupéré toute la terre et on l'a réutilisée pour la recoffrer et la retasser. Donc voilà, une cloison à pan de bois. Donc là, c'est du pain de bois en chêne et avec remplissage torchis, terre, eau et fibres. Et ici, voilà la technique du damier, voilà, qu'on a essayé de remettre en œuvre sous la grange. Alors ben là, c'est d'abord un soubassement en galet, puisque en général, les structures en terre crue, on ne les pose que
que rarement sur le sol directement. Donc on fait d'abord un soubassement d'environ 60 à 80 cm de hauteur. Ici dans la région, c'est soit de la brique cuite, soit du grès, soit du galet. Donc là, c'était du galet. Et ensuite, on vient assembler en quinconce, on va dire, des éléments de briques de terre crues, des briques de terre, et du galet qu'on va venir ficher dans les vides créés par le décalage entre les briques. Voilà. Et donc, ça, c'est à peu près un résumé du chantier de Belloc, avec un élément empisé sur un soubassement en pierre en grès, un moule qu'on fabrique aussi sur place pour mouler les mottes, ce qu'on appelle les mottes de terre, donc les briques en terre. Et puis les échantillons d'enduit, là c'était enduit terre, terre et chaud, avec des sables différents pour essayer de trouver la bonne teinte pour appliquer ensuite sur les murs en terre qu'on avait réalisé auparavant. Voilà, et ça c'était la session OPRP 2024, la dernière. Alors, en tant que stagiaire, moi, je voulais dire que c'est aussi une formation, pour moi, tremplin. C'est-à-dire que ça ouvre sur des techniques du bâti ancien. Ça nous fait découvrir toutes ces techniques, mais ça ne nous spécialise pas. C'est pas en 9 mois à peine qu'on peut apprendre tous ces métiers. Mais ça nous sensibilise à tous ces métiers, à ces techniques, aux matériaux. Ça nous ouvre aussi un réseau d'artisans formateurs. C'est important aussi que tous les formateurs soient artisans. C'est Jean-François qui en parlait parce que voilà, ils savent la réalité du terrain aussi. Et ensuite, il faut que chacun aille chercher sa spécialité plus tard. Donc, poursuit sur des formations ou aille travailler chez un patron pour continuer son expérience, acquérir de l'expérience. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'être embauchée par un des formateurs, qui est Gérard Vives, et qui m'a transmis cette passion des enduits terre, du bâti terre et des enduits à la chaux. Et en tant que formatrice, ben, du coup, j'ai la chance de retransmettre tout ce qu'on m'a appris aux stagiaires toujours avec l'équipe du CAUE. Le plaisir que moi, je pense, j'ai vécu au départ quand j'ai découvert les enduits terre, que je découvrais. Le plaisir de voir les stagiaires découvrir aussi cette matière et en faire quelque chose. Et ça c'est juste un bonheur, quoi. La formation, c'est quand même un vivier, je trouve. On est tous sensibilisés par le biais de cette formation aux bâtis anciens, aux techniques anciennes. Il y a une philosophie, il y a, il y a une histoire de respecter le bâti, de respecter les gens qui vivent dans ce bâti, l'environnement. Voilà, c'est quand même le plus et c'est une histoire de passionné. Voilà. Tout ça, ça nécessite aussi d'avoir des communes super accueillantes. Oui. Parce Bon, qu'on reste après, longtemps, il faut qu'ils nourrissent les stagiaires, il faut qu'ils nous fournissent les matériaux, on discute alors, avec eux. À chaque fois, on a eu toujours des conditions, enfin, ça fait partie des ouais. grandes discussions qu'on a sur l'accueil des stagiaires, le choix des chantiers. Et avec Belloc, on est tombé dans un cadre qui était assez génial. Une Madame le maire qui a été vraiment accueillante et tout le monde qui ont joué le jeu à fond. Parce qu'il faut vraiment aussi accepter ces chantiers, accepter cette dimension apprentissage, accepter que ça va durer très longtemps, que Voilà. le cœur de la commune peut être un peu en bazar un certain temps. Et sans l'accueil des communes, ouais, pour nous, c'était vraiment important aussi de choisir à chaque fois des édifices communaux, d'essayer d'impliquer la commune dans le projet de restauration du patrimoine. Ça participe aussi à ce travail d'acculturation un peu général. Voilà. Et puis, je sais pas, Céline, voilà, pour nous, c'est une aventure à poursuivre maintenant. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça deviendra au regard des évolutions de contexte, mais, euh, mais bon, voilà, on a bien cette idée de se dire qu'on va continuer à construire tous ensemble comme des petits ouvriers des dessins de Jean-Louis Paulet, notamment autour des questions de filière terre, de développement du biologie sourcée, de travailler en synergie entre acteurs, parce que ça, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire plus dans les années avant.
enfin, c'est vrai que le choix des chantiers est un vrai sujet compliqué, à la fois les temps de déplacement des stagiaires, l'organisation par module, combien de temps ils vont pouvoir faire. On a tellement de préoccupations. Alors du coup, on essaye d'avoir plein de pistes de chantier en stock. Mais par contre, on est en pleine discussion avec le PNR et d'autres pour se dire, enfin, nous aujourd'hui, on n'a plus de site d'application sur la Terre crue. On est en train de chercher des lieux et des lieux qui se prêtent à l'OPRP éventuel, mais aussi à d'autres formations. Parce qu'on peut très bien aussi développer des produits de formation enduits courts. On est en train de travailler avec d'autres artisans, avec la Chambre sur le développement de d'autres types de formations. Par contre, on cherche des lieux des fois de chantier école où on peut croiser les différents types de formations, y compris autoconstruction, formation professionnelle et autres, les différents types de publics. Ça moi je rejoins, hein, enfin, je pense que c'est vraiment un truc essentiel de faire en sorte que tout le monde se rencontre au pied du chantier et au pied de l'ouvrage. Voilà. Donc je pense qu'il y a plein de pistes. Et après, par exemple, nous, l'OPRP, on ne pouvait intervenir que pour des collectivités et que pour des structures associatives. Oui. Voilà, on ne pouvait pas intervenir chez le privé. Voilà, à chaque fois qu'on intervient, C'est l'obligation du voilà, c'est une obligation du cahier des charges. Nous, on ne peut intervenir que sur un bien d'une collectivité ou s'il y a une association avec un intérêt général. Sinon, on n'a pas le droit de faire venir le chantier. Voilà. Alors sur le recrutement, il ne faut pas se le cacher, tous les gens, enfin je peux depuis 20 ans, enfin, ça fait 20 ans que j'y suis, tous les ans on ne savait pas si on les remplirait. Il y a eu des moments où on avait plein de demandes, des moments moins. Par contre, on a toujours réussi globalement à le remplir. Et après, ce qu'on a vu par contre comme évolution, parce que depuis 2-3 ans, le paradoxe c'est que depuis 2-3 ans, on les remplissait plutôt pas mal. Oui. Avec un public un peu nouveau aussi. Pendant très longtemps, on avait des publics qui étaient vraiment des publics jeunes en insertion. Et puis là, depuis 2-3 ans, on avait plutôt des publics plus âgés, de gens en reconversion professionnelle. Et très diplômé. Et plutôt très diplômés. Ça, il y avait une vraie évolution. Et on avait peut-être un peu plus de demandes, ça c'est les retours qu'on a des stagiaires et de tout le monde, un peu plus de demandes côté CAUE 32. Bon, un, peut-être parce qu'on a fondé le truc, et deux, parce que vraiment toutes les interventions sont sur bâti ancien. Et qu'on a cette spécificité, alors qui nous rend la vie pas facile, hein. Mais, mais je pense que le côté. Par contre, vraiment, on a fait un choix qui est de dire que tous les chantiers d'application, enfin, on veut pas aller en atelier. On veut vraiment être sur chantier, sur existant et retaper du patrimoine. Alors, du coup, c'est des fois un peu laborieux. Mais du coup, il y a, dans le bouche à oreille du réseau, il y a ça qui revient aussi quand les gens viennent candidater. Des fois chez nous, ils nous disent que c'est un peu aussi pour ça qu'ils viennent. Voilà, même si après, ça nous arrive aussi de renvoyer régulièrement, quand on rate la session, là, cette année où on a dû arrêter, on n'a pas pu la faire, on a renvoyé tout le monde à Batipo et dans les sessions qui étaient ouvertes ailleurs, hein. Enfin, encore eux qu'il y a eu la fédération Éco-Construire, parce qu'on n'aurait pas eu la fédé Éco-Construire et tous ces gens qui bossent, qui travaillent sur, j'ai vu qu'il y avait aussi un témoignage sur l'OPEC dans le chat, qui portent aussi d'autres, la fédération Construire, elle porte d'autres titres homologués que l'OPRP, elle porte l'OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction, elle porte maçon de terre crue. Sans eux, on n'aurait pas réussi, je pense, à assurer la pérennité. Ça aurait été très compliqué pour le CAE du Gers tout seul d'assurer la pérennité auprès de France Compétences du titre OPRP, quoi. Donc, et sur le réseau, et sur la démarche éco-construction, dans le Gers, on a pas mal d'autres acteurs qui font ça. Et notamment, on a un centre de ressources qui s'appelle Pierre et Terre, qui est plutôt côté Vallée de la Dour et qui fait beaucoup de promotion de chantiers participatifs d'autoconstruction. On doit avoir d'autres acteurs ailleurs. Et du coup, nous, on n'a pas trop développé ça parce qu'il y a plein de gens qui le font déjà. Il y a pas mal de choses qui se font. Il y a Châteauneuf-des-Peuples qui font des démarches aussi. Il y a plein d'endroits qui gravitent. Et par contre, effectivement, ce réseau-là est un peu à structurer et rendre plus lisible. Alors, non, très clairement là-dessus, vraiment cette démarche de l'OPRP est une invention qui a été portée par Jean-Louis Paulet et on est totalement atypique dans le monde des CAUE sur ce sujet-là. Par contre, il y a de plus en plus de CAUE, et surtout en ce moment, là, qui ont développé une activité de formation avec Calliope. Pendant longtemps, on a été un peu les seuls. Je vois pas mal de collègues, ou de plus en plus de collègues, se tourner vers la formation et développer des formations, alors qu'ils ne sont pas forcément des formations sur la restauration du patrimoine. Et après, par contre, il y a plein de CAUE, et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein d'exercices à chercher. Nous, on est un peu en retard là-dessus dans les PNR. Il y a je sais que mes collègues de l'Ariège, ils font pas de la formation en propre, mais ils travaillent avec les PNR locaux sur des démarches et des filières. Alors, je sais plus si c'était ardoise. Enfin, il y a des expériences assez incroyables de binômes CAUE, PNR et certainement des OF sur ces questions-là. Mais dans le monde des CAUE, il faut le reconnaître, on est atypique sur ce registre-là. Mais c'est vraiment l'invention de Jean-Louis Paulet.
Voilà, et on souhaite poursuivre l'histoire, même si sincèrement, c'est vraiment compliqué. Alors, je vous avoue que la formation a 30 ans, donc les stagiaires qui étaient là il y a plus de 20 ans, on commence à les perdre un peu. Il y en a certains, il y en a pas mal qu'on a perdu de vue, hein. Par contre, voilà, la surprise qu'on a eue encore tout à l'heure, hein, on en a 30 qui sont encore en activité artisan, majoritairement installés avec leur propre entreprise, quelques-uns salariés, qui sont sur le département. Et je ne sais pas, Domi, si tu as une vision de ceux qui sont devenus, ceux qui ont quitté le Gers, parce que par contre, globalement, dans les promos, les gens viennent d'un peu partout en France, hein. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on arrive toujours à en fixer 2, 3, 4 dans le Gers chaque année. Mais après, Voilà. Et après, par contre, il y en a plein qui partent ailleurs, et on retrouve souvent des gens d'OPRP dans d'autres départements, hein. Le suivi gersois, c'est vrai qu'il est plus facile. Quant aux autres qui sont partis dans notre région, je ne sais que 6 mois après ce qu'ils sont devenus. Après, je n'ai plus de traces. S'ils ne reviennent pas vers nous à l'occasion d'un voyage ou d'un café, on n'a plus de traces. Je pense que c'est une dimension qu'on a. Alors, la plupart des ouvrages, non, cette dimension-là, je pense que nous, on essaie de la développer dans l'activité conseil de CAUE de plus en plus, y compris dans les conseils réguliers de conseil aux communes. Sur l'activité chantier-école, je pense qu'on l'a pas trop fait. Je suis pas sûr qu'on. Après, la plupart des ouvrages, parce qu'effectivement, on n'a pas eu ce regard de biodive en amont du choix des chantiers. Est-ce qu'il y avait des enjeux particuliers? On n'a pas trop fait ça. On l'a peut-être pas trop dit, mais on intervient majoritairement sur des édifices pour lesquels il n'y avait pas trop d'usage. Mais on aurait pu pousser ce petit regard et même en discuter avec nos stagiaires pour les sensibiliser à cette question-là. On l'a évoqué sur les dernières formations avec Arbre et Paysage d'ailleurs, qui venait nous présenter ça. Mais non, franchement, on ne l'a pas encore intégré dans le référentiel. Enfin, c'est compliqué de répondre, sachant que moi j'ai l'habitude de dire qu'en CAUE, nous, quand on est avec des gens, que ce soit une collectivité ou un particulier, on est sur des intentions souvent. On est vraiment encore loin du projet, hein. Les gens viennent nous voir, ils ont une intention d'acheter, une intention de réalité, une intention On est très souvent sur des questions plus de démarche de projet, avant d'être vraiment sur des questions techniques, même si des fois il y a vraiment des questions techniques, de pathologie, notamment sur le bâti ancien, parce que 80% de notre conseil au particulier, 80% de notre conseil au particulier, il est quand même sur le bâti ancien. Et surtout au CAUE du Gers, les gens ont pris l'habitude de venir parce qu'ils savent qu'on a des conseils et qu'on a aussi un réseau d'architectes, d'artisans qu'on connaît qui sont spécialistes du bâti ancien. Mais la plupart des conseils sont plutôt des conseils méthodaux. Mais par où je prends, comment je m'y prends, dans quel ordre je le prends, que des conseils techniques sur la question de la responsabilité. Enfin, ma collègue là, qui fait beaucoup de conseils aux particuliers pourrait en témoigner peut-être mieux, mais c'est vraiment plus par quel bout je le prends, dans quel ordre je le prends, que du conseil technique, là où peut-être les archi-libéraux, vous êtes plus sollicités sur une démarche de projet. Je suis conseiller au CAE de l'Essonne et je fais conseil aux particuliers. Comme dit Frédéric, le conseil vient vraiment en amont de tout type de résolution. On ne donne pas des solutions, on donne tous les moyens de pouvoir se reposer des questions pour y aller, être en capacité d'y aller chercher la solution. Donc, la responsabilité, étant que je suis mi-temps aussi indépendante, et ça, il y a une limite que parfois, il n'y a pas trop clair, mais c'est clair en soi parce que la solution, on la crée avec les moyens des particuliers. Et donc, c'est différent, c'est beaucoup plus complète dans le sens de mettre la personne à l'aise, d'aller chercher sa propre solution et pas justement de dire il faut faire comme ça. Donc, la réflexion vient dans l'apprentissage. Si je voulais compléter, parce que c'est un cas presque de tous les jours, cette question-là. Souvent la question, enfin, très clairement, très souvent, Oui. on vient nous voir et on ne répond pas forcément à la question qu'on nous a posée. On essaye plutôt d'élargir la question à d'autres sujets. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt le quotidien. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas du tout le même travail. Le truc, c'est que nous, on a plein de demandes de conseils sur la réhabilitation de petits patrimoines. En dehors de... En plus, on peut y rajouter toutes les églises. Voilà. Comme on est identifié spécialiste du bâti ancien, on a plein de collectivités qui venaient nous voir
sur la question de qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, et on avait plein de réponses différentes. Le chantier école et l'OPRP étant quasiment jamais la réponse. Enfin, il faut le dire, c'est assez Oui. exceptionnel. 90% du temps, c'était plutôt renvoyé soit sur des assurances, soit sur des archives, soit sur des missions diagnostiques, soit sur d'autres opérateurs. Donc voilà. Par contre, effectivement, ce qui est un peu compliqué au CAUE en ce moment, c'est que celui qui faisait les études sur le petit patrimoine, c'était c'était aussi Jean-François. Et que voilà, je ne sais pas bien comment on va gérer. On a l'approche des municipales, on sait qu'on va avoir plein de demandes l'année prochaine. Je ne sais pas bien comment on va gérer cet afflux de demandes, mais on va continuer d'essayer d'être présent. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment d'aller voir, discuter avec la commune, et après, il y a pas un chemin, quoi. Ouais, alors sur les matériaux, déjà, donc tout ce qui était terre, il y avait eu pas mal de terrassements faits autour. Donc c'était sur place. On avait prévu avec Madame le maire de Belloc de nous faire un petit tas à proximité du chantier. Donc comme on a utilisé en partie beaucoup de terre, donc ben, ça c'était récupéré sur place. Tout ce qui est couverture, à part, bon, nous on est en tuile canal, donc il y a la tuile de courant qu'on a achetée neuve chez le marchand de matériaux. La tuile de couvrant, ben, c'était la commune qui s'occupait d'en récupérer à droite à gauche chez des gens, des habitants de la commune. Les carreaux de terre cuite qu'on mettait au sol, c'est pareil. Chacun allait à la pêche au carreau et nous ramener tout ce qu'il pouvait. Les galets, ben, on allait les trouver, même si s'il faut pas trop le dire, dans la rivière. Le bois, on a essayé d'en récupérer un maximum, mais tout le reste, ça c'était pour la commune. Il y a une scierie qui se trouve à 3 km de Belloc. Donc on a fait travailler le scieur. On a utilisé du chêne et du peuplier local. Bon, et ensuite, alors en plus de ça, évidemment, la commune prend en charge les repas de midi pour les stagiaires aussi quand ils sont sur le chantier. Ils payent en partie les déplacements parce que chaque stagiaire partait du centre de formation à Auch au CAUE pour aller jusqu'à Belloc. Donc ça fait à peu près 35 minutes de route. Donc, ben, alors avec des véhicules du CAUE, mais quand même, donc la commune prenait en charge aussi une partie de ces déplacements. Voilà, au final, ça a coûté en matériaux à peu près, alors je ne sais plus, je crois qu'on était à 10 000 euros par an par formation, quoi. Enfin, nous, dans le choix des communes où on choisit les chantiers, c'est vrai enfin, ça serait un critère aujourd'hui. Vraiment, on a besoin de sentir l'implication de la commune. Et tu vois, sur les 3 derniers chantiers, on peut le regarder, qu'on a rénové globalement. Donc il y avait Belloc, où là, vraiment, on a eu une mairie qui a investi. Enfin, puis du coup, ce qui est bien, c'est que ça diffuse au-delà de la maison de Belloc. C'est-à-dire que la démarche, quand Madame le maire, Claudine, va chercher les galets dans les champs pour nous approvisionner, enfin, je veux dire, elle fait ça avec les habitants. Oui. Il y a une forme de démarche, il y a une attention au patrimoine. Enfin, nous, ce qu'on a senti, c'est qu'à partir du moment où on installe un chantier école quelque part, il y a aussi une espèce d'attention au patrimoine un peu plus large, qui est réelle. Qu'on développe, qu'on est en train de discuter avec la Chambre des métiers et d'autres acteurs, de développer des formations courtes pour les publics artisans déjà en place, artisans ou salariés d'artisans. Ça, c'est un vrai sujet qu'on avait peu exploré et on va essayer de développer quelques produits. On a fait venir en janvier, je crois, la formation ATEBA sur la rénovation thermique du bâti ancien pour former un public mixte artisan architecte dans le Gers. Donc là, c'est une formation qu'on a délocalisée. C'est Maison Paysanne de France qui portait la formation au titre de Calliope, mais on l'a fait une session dans le Gers et nous, on s'est essayé de s'organiser pour la remplir. Donc ça, c'est une autre manière de faire qu'on peut faire et qu'on envisage d'ailleurs de refaire aussi sur d'autres sujets. Par contre, le public que vous évoquez, qui est celui des artisans en place, avec le ZAN, avec l'arrêt de l'activité en construction neuve, on est en train d'essayer de créer de plus en plus d'espaces de discussion avec les représentants professionnels, maisons de l'artisan, chambre des métiers, centres de formation, euh, euh, pour essayer d'amener les artisans déjà en place sur ces métiers-là. Mais Oui. par contre, l'OPRP l'a pas fait. J'ai participé moi-même à la dernière formation dont tu parlais, Frédéric, avec Céline, justement. Je pense que les formations courtes ne rentrent pas en opposition avec la formation OPRP. L'OPRP, on va dire que c'est une formation structurante pour un projet de territoire. Les formations courtes, elles sont indispensables, nécessaires pour nourrir la pratique au quotidien
Et ce que j'ai particulièrement apprécié lors de cette formation, c'est qu'il y avait un public varié et diversifié. Il y avait des techniciens du service de l'UDAB, des architectes des bâtiments de France, il y avait des artisans, des négociants en matériaux écologiques, des architectes. Voilà, c'est ça en fait la réalité, on va dire, de l'exercice au quotidien. On se nourrit les uns des autres de nos questionnements, de nos pratiques, et je trouve vraiment enfin, par rapport au rôle du CAUE, ce que je retrouve dans le CAUE du Gers, c'est que finalement, la formation au PRP a ouvert la porte à tout un réseau d'artisans qui n'auraient pas forcément osé franchir enfin, poser des questions, participer aux formations. Ça noue en fait une relation de confiance, quoi, finalement, entre les différents intervenants. Le CAUE, c'est avant tout, enfin, les architectes et les urbanistes, c'est peut-être plus simple de frapper à la porte du CAUE que des artisans locaux. Enfin, Céline, peut-être que tu peux donner ton point de vue sur ce sujet, mais Depuis quelque temps, ce qui se pratique chez certains artisans, c'est l'accompagnement de chantier. C'est-à-dire plutôt que de faire pour l'artisan, le client, on fait avec lui en fonction des désordres qu'il y a sur la maison, de ce qu'il souhaite y faire. Du coup, on le conseille, on lui fait un diagnostic et un quantitatif de matériaux, on lui explique pourquoi tel ou tel choix de matériaux et on fait avec lui. Ce qui permet Pendant un temps. pendant un temps. Court. Alors, un temps de façon sur des étapes de travail, de façon à le rendre autonome sur ses tâches. Par exemple, un enduit intérieur à faire, et en fonction aussi du niveau de chacun, parce que c'est pas toujours évident. Mais par exemple, un enduit intérieur qui est en mauvais état, voilà, il va y avoir l'étape piquage, un support pierre, donc on va d'abord faire un renformis de chaux et de sable. Et ça, cette étape-là, on lui explique la formulation, pourquoi telle formulation. On passe une journée à faire avec lui, il va être capable à la fin de la journée de pratiquer lui-même. S'il a un problème, il peut revenir vers nous, on y revient, et ensuite une autre étape, le corps d'enduit, ensuite la finition, en fonction de ce qu'il souhaite faire. Ça peut être aussi une alternative, mais sur des petites tâches. Je le dis très honnêtement parce que c'est le sujet qu'on a un peu. L'arrêt de l'OPRP là, moi la question qu'il nous pose, c'est que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on alimente en artisans qualifiés le département et qu'on renouvelle. Et l'arrêt de l'OPRP, pour moi, c'est ça un peu le danger, c'est qu'on arrête de renouveler ce tissu et ce vivier local qui finira un jour ou l'autre par épuiser. Par manquer. Parce que c'est magnifique comme organisme CAE d'avoir réussi à mettre en place pérenne une formation qui fait l'identité d'un territoire, qui préserve les savoir-faire, mais aussi cette lien qui mission du CAE d'accompagner une commune rurale aussi à la préservation du sous-bâti